Donc, on passe maintenant à la discussion et au débat. On passe à la discussion, au débat dans ce secteur des protections des végétaux et la fertilisation. Et nous avons tout de suite une entreprise, l'entreprise Bayer, représentée par M. Fassine Bensrir, Hadjout, pardon, Fassine, qui est en ligne et on lui a permis de discuter parce qu'il s'est connecté en spectateur. Donc, vous êtes autorisé donc, à parler, vous avez le micro et vous pouvez vous brancher, monsieur, monsieur Fassine. Okay. Est-ce que vous m'entendez là? Bonsoir à tous. Voilà, bonsoir, on vous voit, on vous écoute et même on peut vous voir si vous voulez. Je ne sais pas en fait où allumer ma cam. Je pense que de par mon statut, en fait, j'arrive pas à voir en fait quelque chose de vidéo. Donc, je suis vraiment désolé là-dessus. Je n'ai pas où activer ma caméra en fait. Parce qu'effectivement, je me suis enregistré en tant que spectateur pour cette semaine. Merci beaucoup. Okay, merci d'être connecté. Vous représentez donc la société Bayer. Tout à fait, exactement. Donc, c'était prévu aussi à ce que je sois avec Islam. Donc, merci à tous. Salam alaikum. Merci de cette initiative. Très rapidement, en fait, moi, j'étais intéressé par les deux points. Donc, je représente Bayer en tant que background donc, phytosanitaire, donc tout ce qui est protection des cultures. Et du coup, je suis intéressé par les communications de M. Mohamed et Barami. Et là-dedans, j'ai trois petites questions et puis aussi un commentaire pour les aider en quelque sorte à driver, donc à voir l'intérêt des producteurs où il en est à peu près. Donc, je commence par M. Mahdeb. On était M. Sanem Mahdeb. En fait, vous parlez d'éliminer complètement l'usage des produits insecticides. En toute honnêteté, Bayer a là des phytos. Donc, ce n'est pas contre Bayer, ça n'a rien à voir là-dessus. Ce que je voulais vous dire là-dessus, en fait, c'est que on ne parle pas d'éliminer tel ou tel produit, on parle de l'intégralité de pest management. Ça veut dire que c'est un ensemble de pratiques agricoles, phytosanitaires et produits biologiques et de gestion parcellaire qui nous permettraient demain en fait, de bien gérer la production d'un producteur donné, X ou Y, sur n'importe quelle culture, et qui nous permettrait demain aussi d'aider le pays à exporter. Donc, moi, je mettrais à votre place en fait le fait d'intégrer votre produit qui a l'air très intéressant dans un programme de traitement, dans une solution à offrir aux producteurs. Et une solution, c'est absolument le tout. Monsieur Barami, il avait parlé de conseils agricoles, le fait d'aider les producteurs à identifier telle ou telle maladie. Donc, c'est exactement tout ça, en fait. Sur l'aspect IT, oui. Donc les applications, les produits, etc. etc. Après, il y a un point qui est, chez Bayer, on a aussi, et même les constructeurs, on a tous des produits bio qui sont plus ou moins entrés sur le marché algérien et qui vont arriver éventuellement très, très rapidement. Ce que je voulais vous dire là-dessus, en fait, le produit bio, et j'ai travaillé dessus pendant 2 années et demie pratiquement en France, le risque, c'est qu'un produit bio n'est jamais stable dans son efficacité. Il peut avoir un très, très bon, mais qui n'est pas suivi tout de suite. C'est un bio. Et comme bio, il est touché par la température, par l'humidité, par le mode d'application, etc., etc. Donc, essayez de travailler votre argumentaire dans ce sens-là. Et si vous avez vraiment un produit qui est stable, dans toutes les conditions possibles, telle ou telle culture, dans ce cas-là, je suis certain en fait, que vous pouvez avoir de très belles choses. Mais voilà, le challenge, c'est l'efficacité en face, la durabilité de l'efficacité. Voilà, c'est ce genre de choses. Ce sont mes deux commentaires pour M. Mohamed. Vous me permettez rapidement juste de passer sur Brahami. Et là-dessus, l'application, moi, je l'ai découverte honnêtement en ayant eu attache avec l'équipe de M. Bisman. Et elle est vraiment très intéressante. Moi, je remonte 2 petits challenges. Le premier challenge, c'est que, comme vous le savez, le business en Algérie, il y a un granutier, il y a le crédit. Or, une application, vous ne pouvez pas mettre là-dedans comme quoi le tel ou tel producteur. Moi, je suis un producteur dans une lambda, je suis de Bouira, ça va être délicat parce que dans l'application, parce que j'ai le crédit, ça ne va pas être évident, même si j'en ai besoin d'un tel ou tel produit, d'y aller chez quelqu'un d'autre. Pour tout de suite, soit vous payez cash, si j'ai les moyens, tant mieux. Un grand producteur, là, un moyen, ça passe. Mais un petit, on ne parle pas de petit, très gros, mais voilà, quelqu'un qui n'a pas forcément les moyens, il n'y arrivera pas avec l'application. Un autre point extrêmement important, c'est est-ce que demain, moi je suis encore une fois agriculteur, je suis intéressé par l'application, je l'utilise, j'ai un produit qui n'est pas existant chez mon granutier de référence ou de préférence, on l'appelle comme on veut, et je touche l'application et il me renvoie par exemple sur un tel autre, ou là carrément dans une autre wilaya.
est-ce que la disponibilité est mise à jour? Est-ce que demain les granutiers, ma question, est-ce que demain les granutiers vont vous mettre à jour au quotidien leur disposition, plutôt leur stock de disponible, pour qu'un ياخذوا un فلاح كي نروح عنده ما يقوليش non non oui حطيتها mais ça fait un mois de cela خلاص les stocks. Vous imaginez si le gars il va se déplacer pendant sur kilomètres, plusieurs kilomètres, ça va être vraiment très délicat en fait. Là-dedans, c'est intéressant la géolocalisation, mais encore faut-il qu'elle soit vraiment updatée. Et connaissant le marché algérien de par ma petite expérience, est-ce que ça dit tous les granutiers régionaux, les big distributeurs, etc., vous partagez ce genre d'informations? Voilà. Merci beaucoup. Telles étaient mes petites remarques. J'espère s'entretenir aussi de vive voix. On pourra en discuter et vous aider. Merci beaucoup à tous et bon courage. Merci beaucoup, M. Fassine. Je peux intervenir, M. Messaman? Oui, je peux intervenir? Donc, je vous remercie pour vos remarques, le représentant de Bayer. Donc, vous avez parlé, j'ai pas précisé exactement pourquoi on va éliminer les phytosanitaires chimiques totalement, parce que c'est impossible actuellement. Donc, au moins, on doit réduire au maximum, surtout pour les produits destinés à l'exportation. Comme tout le monde le savent, des produits algériens ont été refoulés à plusieurs reprises par les pays étrangers à cause du taux de pesticides qu'ils contiennent. Donc, au moins, on doit avoir une politique soit au niveau du gouvernement pour qu'elle soit suivie par les acteurs et tous les acteurs qui rentrent dans la chambre pour encourager l'exportation du bio. Un autre point, le problème de la stabilité, vous avez raison. Généralement, les produits phytosanitaires bio ont un problème de stabilité. Donc, généralement, la date de péremption ne dépasse pas une année. Donc, on est toujours en train de travailler pour développer le produit. Donc, comme exemple, la France prévoit en 2025 de réduire l'utilisation des produits phytosanitaires de 50%. Par contre, un pays comme le Cuba a réussi le défi. Donc, c'est à l'Algérie de suivre les exemples des pays qui ont réussi. J'espère qu'il y aura une amélioration à l'avenir proche. Je vous remercie. Merci, M. Salman Bahda, pour cette précision. Monsieur Bessemen, est-ce que je peux intervenir, s'il vous plaît? Alors, M. Ayadi, oui. Vous voulez intervenir, allez-y. D'accord. Si je chauffe, donc j'ai donc une petite remarque par rapport à l'histoire des bio ou par rapport à cette histoire des produits quantité rejetés par des importateurs donc, européens. Donc, moi, personnellement, OK, bon, on a une expérience quand même, mais je vais dire le problème, le vrai problème, c'est quoi? Il y a un manque, il y a un désordre, OK? Il n'y a pas de communication entre je veux dire, les organismes, ou bien l'agriculture, ou bien, je veux dire, les sociétés, ou bien les développeurs, ou bien les gens qui sont responsables de ce genre d'innovation. Le bio, les sociétés ou les produits qui ont été rejetés par les Européens. Monsieur, le problème a été, c'est pas question d'utilisation de pesticides ou bien. Non, c'est pas ça. C'est une culture. OK. Parce que nous contrôler le produit. Il faut توفر des outils للناس. أنا personnellement في الجزائر كما راهي نحكي لكم كما تسمعوا فيا même monsieur le ministre. هل ترى في الجزائر حنايا عندنا un labo dédié pour ce genre des analyses pour contrôler le taux تاع les résidus ما كانش في الجزائر هل ترى est-ce que le produit اللي راهو حنا نحكوا على l'export mais
الناس بكري يقول لك ما يتكفاوش، قال لك ما تجوش الصداقه يتكفاو العيال. اوكي لو برودوي هذا اللي فيه لو برودوي بوستيسيد لمن راهو رايح؟ ماهوش رايح للكونسوماتور الجيريان. ما كنتش تشوف في لوطو تاع الكونسير نهار بعد نهار يزيد. بوركوا اسكو يا با دي لابو يا با ان كونترول. الفلاح يخدم ان برودوي وين يقول له لا ريغليمونطاسيون تقول له لا دار سي 3 جور، شكون اللي يقول له يدير لا دار؟ لو برودوي يدير له تريتمون من هنايا ويدخلوا السوق من هنا. كيفاش يحبوا الكونترول بيو؟ سي سا لو بروبليم. سي اون كولتور، سي اون ايديولوجي للناس سبحان الله. باش تقنع انت الفلاح يقولوا ندير ان برودوي بيو سي با فاسيل. الفلاح اللي عايش عمره كله يخدم بالبرودوي شيميك، وحال تقنعوا درك تقول له اخدم بالبرودوي بيو. وزيد كي تخدم بالبرودوي مام ماهوش بيو il faut faire des contrôles سبحان الله. حنا بالجزائر ما عندناش اللابو. انا بيرسونيلمون عندي شاك 2 موا نبعث راني شوي ان برودكتور certifié en global gap. chaque 2 mois يلزمني نبعث دي زيشانتيون لمن نبعثهم لاسباني pour faire les analyses à la mer يا اخي. على بالك بلي زاناليز à la mer شحال لو مينيموم يستعملوا في 300,000 دينار ولا 20,000 دينار. يا هل ترى الفلاح العادي يقدر يدير الشيء هذا؟ سبحان الله. درك احنا الفو يقول واحد اذا حابين نحلوا المشاكل نهضروا بموضوعيه ونهضروا عاد بالواقع سبحان الله، ما نكذبوش على بعضنا. صح. هذه هي. يعطيك الصحه سي بالجمال. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de réactions et je vois beaucoup de mains levées. Je vais commencer par Madame Tiganwin, Nora. C'était Madame Tigamone. Voilà, à vous. Bonjour tout le monde. Je suis la représentante de l'entreprise Alfit. Bien sûr, on est des producteurs de produits phytosanitaires à usage agricole, bien sûr, et des biocides pour l'hygiène publique. Justement, on est peut-être les premiers producteurs de ces produits-là en Algérie et on fait beaucoup dans le chimique, mais on a ces dernières années essayé de limiter les molécules qui étaient nocives par rapport à la protection du consommateur et de l'environnement. C'est-à-dire, on va dans le sens dans la protection, bien sûr, de l'agriculture, tout en préservant le consommateur. Et comme a dit tout à l'heure M. Chalfaoui, je pense, je ne me suis pas trompée, c'est plus, ça rentre dans le cadre de la sensibilisation de l'utilisateur, de l'agriculteur. Parce qu'apparemment, il y a un manque de ces produits-là au niveau tout là, c'est-à-dire national. Hein. C'est-à-dire on n'arrive pas à trouver n'importe quel produit au coin de la rue quand même. Hein. Mais il faut toujours, c'est-à-dire essayer de mettre en place le laboratoire de résidus. Nous, au niveau de l'entreprise, on a un laboratoire, c'est-à-dire moi je m'occupe du développement, et on a un laboratoire qui est doté de pas mal d'équipements et on va essayer de mettre en place ce contrôle de LMR au niveau des produits agricoles. Juste pour l'information. Deuxièmement, je veux poser une question pour la dame qui représente le Big Bait, qui disent qu'ils développent un produit à base de gypse. Le gypse, bien sûr, c'est une ressource naturelle, c'est un minéral, mais ils disent que ça protège le consommateur. Est-ce qu'ils ont fait attention à la présence des métaux lourds qui sont aussi nocifs que les pesticides, que les LMR? Attention, parce qu'on ne développe pas des choses comme ça. Quels sont les essais d'efficacité qu'ils ont réalisés pour dire qu'ils ont développé des produits pesticides? Parce qu'il y a des étapes, c'est-à-dire des étapes à respecter dans le développement d'un produit. On a le côté laboratoire et le côté sur champ. Est-ce qu'ils ont fait toutes ces étapes? Parce que déjà, pour reconnaître qu'un produit, il est écologique et biologique, parce que déjà, il y a une confusion entre les termes écologique et biologique. Parce que tout ce qui est tiré, tout ce qui n'est pas chimique, tout ce qui n'est pas synthétique, on a tendance à le dire biologique, mais c'est écologique, ce n'est pas du biologique. Pour moi, le biologique, c'est tout ce qui est vivant, c'est-à-dire c'est ce qui est tiré des insectes. C'est-à-dire on utilise un insecte pour lutter contre un autre insecte ou un dérivé de cet insecte pour lutter contre un insecte. Maintenant aussi, il y a les produits qui sont développés à partir de plantes naturelles, c'est-à-dire les huiles essentielles ou autres ingrédients de ces plantes-là. Parce que pour le monsieur là qui dit qu'il développe les biopesticides multi-usages,
d'après la fiche que j'avais auparavant, il parle de matières premières à base naturelle, organique et biodégradable. C'est-à-dire, je ne comprends pas que ce soit un biopesticide, parce qu'un biopesticide, il doit être dérivé de quelque chose de vivant, c'est-à-dire un dérivé, comme les bacillus thuringiensis, les Klebsiella, c'est-à-dire leur endotoxine qu'on doit développer. Et il y a beaucoup c'est-à-dire de ressources et beaucoup de techniques à développer en Algérie. C'est-à-dire que ça doit rentrer dans un cadre de lutte intégrée, comme a dit le bonhomme de Bayer. Parce qu'on ne peut pas c'est-à-dire se lever un matin et dire, bien, on n'a pas besoin de chimie, ce n'est pas possible. Si on a une invasion comme ça, c'est-à-dire importante d'insectes, exemple, la lutte anti-acrédienne, on ne peut pas faire face à des criquets comme ça avec des produits chimiques. Et parce que quand on veut résoudre des problèmes, il faut les prendre quand même, c'est-à-dire avoir la vision large. Il ne faut pas cibler un objectif. Il y a plusieurs objectifs à concourir et à coordonner pour les atteindre quand même. Et merci, c'est tout ce que je ne vais pas prendre le temps des autres intervenants. J'arrête ici. Merci beaucoup. Et c'est très intéressant pour cette. Merci, Madame Tigamounine. Une seconde. Je précise que Madame Tigamounine est dans la société donc Alfit phytosanitaire et je passe la parole à Madame Biba Bit puisque la Biba Bit. Allez-y. Non, je vais répondre, il n'y a pas de problème. Alors, nous avons un produit qui est à base de gypse. J'ai dit, j'ai pas dit bio. Non, je ne parle pas de écologie. Non, pas pour. J'ai intervenu pour tout le monde, pas pour vous. Ah non, parce que quand vous avez parlé de nos produits, c'est-à-dire c'est pas grave, je vais juste c'est-à-dire éclaircir les choses. Alors, nous, on travaille avec le gypse. Comment il réagit? Il fait une constipation et l'insecte ou le rongeur, il meurt, c'est-à-dire il est éradiqué, enfin, il est éliminé par une constipation. C'est ça. Pour les tests, on a fait les tests de toxicologie, de physico-chimique, bactériologique. On a fait tous les tests et on a tout pour avoir, et on a eu, c'est-à-dire les autorisations pour la commercialisation déjà sur le marché par rapport à ça. On est sur le marché depuis 2006. Et c'est-à-dire ça fait quand même. Pour l'agriculture. Comment? Pas pour l'agriculture. Pour l'agriculture 2020. Et là, on est là avec Philahakinov pour ça. Nous, on est là pour traiter par rapport à ça, c'est nouveau pour nous. On est dans la recherche et pour les rats de champ, c'est OK, parce que ça a donné de bons résultats. Et on est là pour travailler sur aussi les insectes, toute autre, c'est-à-dire possibilité de travailler avec ce produit-là, qui est la substance minérale, qui est 100% naturelle, qui ne donne pas d'effet secondaire sur l'être humain et l'environnement. Pardon, les traces de métaux lourds pour l'agriculture. Le gypse est un minerai. Et est-ce que vous avez contrôlé les métaux lourds? Oui, on a tout contrôlé, on a les certificats pour ça. On a même été homologué par le ministère. Quel ministère? De l'agriculture. Pour la protection des végétaux? Par rapport aux produits raticides, surtout pour les produits raticides. Et les prédateurs qui consomment les cadavres des rats, est-ce qu'il n'y a pas eu d'incident sur eux? Non. Les prédateurs. Écoutez, Qui consomment les cadavres des... Est-ce qu'il n'y a pas d'incident sur eux? Non, mais là, c'est par rapport au produit, comment il réagit. Il s'arrête au rat de champ. Au-delà, il n'y a pas un effet qui peut, c'est-à-dire, il ne peut pas être éliminé. Parce que la dose, elle est spécifique par rapport à, c'est une dose bien déterminée. Et c'est fait pour être, et chaque produit et chaque insecte ou chaque rongeur a sa dose bien précise pour être, c'est-à-dire éliminé. Mais on ne peut pas éliminer par cette dose plusieurs choses, plusieurs insectes ou plusieurs rongeurs. On a fait, est-ce que par rapport aux intestins, c'est-à-dire le tube intestinal du rongeur ou de la souris ou de l'insecte, chacun a sa dose bien précise.
Très bien. Je pense que vous avez changé pas mal de choses. C'est très intéressant. Je vais continuer parce qu'il y a des gens, des intervenants là, comme le professeur Bouzid, qui est de l'université de Boumerdès, qui souhaite intervenir. Je pense que pour cette question, je crois qu'il a des choses intéressantes à nous dire. Professeur Bouzid, à vous la parole. Cheikh Ben Semman, docteur Ben Semman, bonjour. Bonjour à vous, assistants. Et on est honoré par la présence de notre ministre et par des éminents professeurs du terrain, comme M. Daoudi. Bon, voilà, je souhaite juste répondre à mon collègue qui vient de passer en disant, vous m'entendez là, qui vient très bien, qui vient de dire qu'en Algérie, on n'a pas de laboratoire pour faire les analyses. Non, là, je corrige monsieur, parce qu'on a des laboratoires qui sont ultra bien équipés et je pense, comment ça s'appelle, au CRAPSI, de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique, et qui a des bases technologiques carrément. Au niveau de chaque université, je cite le Rouat, je cite Ouergla, on est très bien équipé, notamment en RMN. Il ne faut pas y aller en Espagne, on l'a fait à 2000 dinars quelque part ici à Bousmaïn, alors qu'en Espagne, ils passent des spectres sur un appareil de 300 mégas, alors qu'ici, on est équipé d'un 400 mégas à Bousmaïn et d'un 600 mégas à Ouergla, pour citer que ces exemples. Voilà. Pour reprendre un peu le deuxième point qui est intéressant et qui a été commenté par ma collègue qui vient de passer, juste de passer, si on veut vraiment comprendre le mécanisme d'action de ces pesticides ou insecticides dits biologiques, il faut qu'on s'entende, le mot biologique, ça veut dire biocompatible, ça veut dire qui ne touche pas à la santé du vivant, que ce soit botanique ou que ce soit du piton animal. Bien, si on s'entend sur cette petite définition, ben c'est facile un peu pour aller définir exactement ce que c'est qu'un pesticide bio. Ben, il faut juste passer le cap vers le fondamental et regarder comment ça se passe sur le ventre de l'action de ce produit au niveau des insectes. Mais à partir de là, comme l'a dit la collègue, la jeune qui, Bitmat, c'est l'action du pesticide. Exactement, c'est des particules élémentaires qui agissent sur soit la carapace, soit sur le physiologique de l'individu. C'est de très très bons résultats et je suis vraiment ravi d'assister à ce débat. Maintenant, si on veut comprendre, tout à l'heure, je vais vous faire passer la microscopie électronique qui montre comment l'action d'un pesticide en tant que particule élémentaire, particule physique, comment elle agit sur la carapace ou sur l'individu pesticide. Voilà, sinon je réitère, alors là je suis vraiment très heureux d'assister à ce débat-là. Merci M. Bensemen. Si vous avez 2 minutes tout à l'heure, je vais vous faire passer cette action. Elle est très intéressante pour remettre les choses en place, hein, en termes de réflexion. Oui, c'est très intéressant. Je sais que vous avez un projet très important et normalement, vous êtes programmé pour le passer. Hein. Oui, effectivement. Si vous voulez le passer maintenant, ça tombe très bien. Allez. Enfin, je ne sais pas, je vais passer juste avec le partage d'écran. Regardez si j'y suis. Voilà, juste le partage d'écran que vous avez. D'accord, ok, pas de problème. Mais vous l'avez, vous? Ah non, pas du tout. Hein. Alors là, mince, dommage, parce que je ne sais pas pourquoi il n'apparaît pas. Bon, c'est pas grave. Oui. Vous nous l'avez présenté effectivement lors d'une réunion du GRFI. C'est très intéressant ce que vous faites et le projet effectivement que. Très bien, très bien. Donc, pour conclure juste, j'invite tout simplement les agriculteurs de s'approcher des universités et des centres de recherche. S'il vous plaît, rapprochez-vous, comme l'a fait les 2 collègues qui viennent de passer, ils se sont rapprochés de l'INAPI et de WIPO. Là, on sait de quoi il s'agit et où on est sur le terrain. On peut intervenir pour corriger et mettre en place, c'est de la recherche scientifique, on évolue tout le temps. Ma collègue qui vient de parler des métaux lourds, vous le savez, en Algérie, ça coûte pratiquement pas.
pas cher ces analyses et on est équipé, pratiquement toutes les universités, je ne vais pas les citer, mais on est équipé pour faire face à cela, pour épauler et accompagner nos agriculteurs. C'est à eux de faire un effort, de venir vers les universités, les centres de recherche. Croyez-moi, en Algérie, on est très bien équipé. Juste un dernier point, pour vous donner juste un repère de réflexion. À Bouchmaïn, je me permets un 400 MHz en RMN, en résonance magnétique nucléaire, alors qu'à l'université de Nantes, on se permet qu'un de 300 MHz. Donc, on est bien équipé. Mais rapprochez-vous, mon Dieu, rapprochez-vous. C'est vraiment très agréable. Très bien. Merci beaucoup, hein, vraiment, effectivement, c'est très intéressant et de vous écouter et en plus de ça, vous donner des informations tellement réelles et tellement intéressantes qu'on pourrait vous écouter pendant très longtemps. Maintenant, je passe à notre thème, des innovations dans le domaine de la nutrition animale. Donc, c'est le troisième thème. Donc, la nutrition animale, le premier projet, c'est Algo Filaha. Algo Filaha, présenté par Monsieur Ben Semman. Monsieur Ben Semman. Oui. Bonjour. Madame Lordali. Ça fait un moment que je lève le doigt, comme une petite élève. Je ne vous ai pas vu. Non, je ne vous ai pas vu. Attendez. Eh bien non, je n'ai pas sur mon écran. Si, j'avais… Si vous êtes la bienvenue, allez-y, Madame Lordali. Ça me fait plaisir de vous voir. Je vous juste… J'ai pas assisté dès le début, mais j'ai pris la réunion à partir du collègue qui a présenté le projet de valorisation des grignons d'olive. Oui. Donc, j'ai suivi les trois derniers que je trouve très intéressants. Et je voulais savoir s'ils ont fait ce travail en faisant appel à une évaluation scientifique. Je n'ai pas compris dans quel cadre ça a été fait, les trois projets, aussi bien celui du compost, celui du biopesticide, ainsi que celui de l'application pour la gestion. Effectivement. Je voulais savoir dans Monsieur Kourdache est présent, je pense qu'il pourra vous répondre. Monsieur Kourdache. Oui, et pourquoi? Parce que je trouve que les trois domaines sont très intéressants. C'est à encourager. Et le tout, c'est que nos frères sachent qu'il leur faut une évaluation scientifique. Si ça a été fait dans le cadre d'un doctorat ou d'un article avec une équipe de recherche, je ne m'inquiète pas pour eux. Pourquoi? Parce que j'ai attiré leur attention sur la nécessité de protéger si ça a été démontré et prouvé scientifiquement qu'ils aillent vers la protection intellectuelle de leur idée. Ça, c'est d'une. Deuxièmement, je les encourage davantage de développer ce genre de travaux parce qu'on en a besoin pour notre agriculture. Même s'il est difficile de parler aujourd'hui, de faire abstraction totale des pesticides, je pense qu'un jour ou l'autre, on n'aura plus le choix. On est obligé d'aller vers l'élimination de ces substances et c'est même international, c'est pas uniquement nous. Oui. Et pour revenir à l'aspect économique de notre pays, je pense si on veut avoir vraiment une place dans l'exportation de nos produits agricoles, il faut miser sur le volet du bio. Et le volet du bio peut être le résultat d'une combinaison à la fois de ces produits biopesticides, une fois vérifiés, contrôlés, tout ça, mais aussi de pratiques agroécologiques qui existent dans toutes les régions d'Algérie. Il suffit de les remettre en application. Parce que ça me paraît difficile de se faire vraiment une place dans l'exportation avec, je dirais, des produits provenant de l'agriculture, je dirais, conventionnelle, entre parenthèses. Ça, d'abord, sur le plan de l'exportation. Maintenant, il faut, à mon avis, encourager par rapport à la question même, je dirais, de notre propre sécurité alimentaire. Quand je dis sécurité alimentaire, ça couvre l'aspect quantitatif et qualitatif. Et ça, on a tendance à oublier. Une sécurité alimentaire, au sens, je dirais, vrai du terme, elle doit couvrir à la fois l'aspect quantitatif des aliments,
leur diversité, mais aussi leur qualité, qui doivent être vraiment, qu'ils apportent un équilibre alimentaire et une santé, et un comportement sain et une activité complète et entière de l'organisme humain. Mais ceci dit, il y a un autre volet, moi, qui me tient à cœur. Par exemple, le collègue qui a travaillé sur les grindons d'olive. Moi, je vais vous dire, les idées innovantes en Algérie, elles ne manquent pas. Et depuis des années. Moi, personnellement, avec mon équipe, nous avons un produit, un biofertilisant. Quand je dis bio, il n'a reçu aucun intrant chimique. Il a été fabriqué à partir des résidus du palmier dattier et on l'avait créé justement pour contribuer à aux différents programmes agricoles qui étaient lancés depuis une trentaine d'années au Sahara. Et on a vu qu'avec ces plantations, les déchets augmentent sans cesse et on va en avoir de plus en plus. Il nous pose des problèmes parce qu'il y a des problèmes de main-d'œuvre. Il pose des problèmes phytosanitaires au niveau même des exploitations, notamment les palmeraies, par rapport au ver de la date, par rapport à pas mal de maladies du palmier dattier et qui, aujourd'hui, il nous faut à tout prix trouver une issue à ces déchets. Et on avait pensé au compostage et on l'a fait avec une équipe à l'université de Biskra. Ensuite, on a complété le travail au CERESTRA et le produit a été testé, il a été breveté. Et ensuite, on s'est intéressé justement au compost urbain. Et on a pris, parce qu'on a vu que les régions sahariennes se développaient, notamment les grandes villes, et on s'est dit les déchets posent problème puisque leur composition, elle est différente de celle des grandes villes du Nord. Il y a juste la quantité qui diminue. Mais le milieu est beaucoup plus vulnérable. Et on avait travaillé sur les déchets d'une ville représentative du Sahara, Biskra, qui connaît une dynamique aussi agricole. Et on s'est dit, les résultats peuvent être transférables au moins à Ouargla, Bachar, Laroua, toutes les grandes villes du Sud. Et du coup, on avait travaillé et on a mis au point un projet pilote de gestion intégrée des déchets agricoles et urbains adaptés aux régions sahariennes. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas être appliqué ailleurs, mais il a été conçu dans ce milieu-là. On s'est dit, si il est intégré déjà et vulgarisé au niveau de ces régions, il peut aller même à l'étranger puisque le produit était bio, surtout le compost qui était un biofertilisant issu de nos palmeraies. Et les anciennes palmeraies où on prenait les déchets, c'était des palmeraies qui ne recevaient aucun traitement. Donc, on s'assurait de toute la provenance de nos produits. Il est breveté. Il a eu un prix, le prix du lauréat au forum de traitement des déchets qu'a organisé Languedoc en 2014. Il nous a même été demandé de l'étranger. Mais malheureusement, personne ne vient chez nous de l'intérieur. Et comme vient de dire le collègue de l'université, nous, on ne peut pas aller sur le marché avec nos produits. Notre métier, c'est de créer des produits, des innovations, des outils de la décision et de les diffuser. C'est ce qu'on a fait. On a diffusé à travers les publications, à travers les salons, à travers les concours, à travers notre secteur qui fait chaque année un salon de la recherche. Mais notre faiblesse, il n'y a pas de répondant au niveau, je dirais, secteur socio-économique. Je ne veux incriminer personne, vous me connaissez, M. Benseman. Mais je trouve que notre faiblesse, c'est dans ce transfert. Et le transfert, ce n'est pas l'universitaire qui le fait. Il faut qu'il y ait aussi, nous, on va au terrain. On va vers les agriculteurs, on va vers les éleveurs, on va vers les industriels. Et c'est de là d'ailleurs qu'on arrive à traiter des problématiques réelles du pays. Mais malheureusement, une fois le produit est fait, personne ne le prend. L'exemple que j'avais donné, moi personnellement, j'ai eu des gens en visite à Biskra qui étaient en visite officielle de Sultanat Oman. Il me semble, si ma mémoire ne me trahit pas. Il m'avait dit, quand on a exposé les produits, il a repéré le produit sur les déchets et il m'a dit, madame, si vous donnez ce produit, qu'on lui donne l'innovation, vous voyez, les gens savent capter l'innovation ou l'idée qui peut être utile pour l'environnement, pour l'agriculture, pour l'économie. Et ça, à mon avis, je m'excuse. Sur le plan technique et technologique, on ne manque pas d'innovation. Et comme ça vient d'être dit,
nos jeunes universitaires, ils sont de plus en plus vraiment étonnants en matière d'innovation. Il n'y a pas longtemps, il y a eu un concours fait par le secteur de l'enseignement supérieur, une idée, une innovation, un projet, un brevet. Et moi-même, je faisais partie du jury agriculture et agroalimentaire. Et ben, j'étais émerveillée de voir cette jeunesse avec les idées qui nous ont exposées. Donc, il nous faut aussi peut-être innover sur ce segment de coordination entre nous, de meilleure organisation, de meilleure, je ne sais pas si je peux utiliser gouvernance, parce que à mon sens, et avec toute modestie, l'innovation, elle ne doit pas être restreinte à l'aspect technique et technologique. Elle doit être aussi en rapport avec la société, avec sa composante économique, avec sa réceptivité ou pas. Et ça me paraît un créneau sur lequel nous devons réfléchir. Pour finir, je dirais que les universitaires, ça a été dit par nos collègues, il y a eu un effort monstre au niveau des équipements. Il y a des plateformes dans toutes les régions d'Algérie, au moins au nord, à l'est, à l'ouest et au sud. Vous avez Biskra et Ouargla qui sont très bien équipés, Bachar aussi. Donc, qu'on se rapproche. Il y a les centres de recherche qui ont un ancrage vraiment territorial. Je donne un exemple, rien que le Cérestra. Il s'appuie sur 4 stations, plus l'unité centrale qui est à Biskra. Ils sont très bien équipés, ils sont très ouverts, ils connaissent le milieu agricole. Mais je pense qu'il y a ce déclic qui nous manque de l'autre côté, qu'on vienne vers nous et on est là pour les servir, on est là pour aider notre pays. Et je m'arrête là. Et en tout cas, les messieurs qui ont présenté, moi je les encourage, je les félicite et d'aller jusqu'au bout de la protection de leur idée et de son transfert. Voilà, je m'arrête là. Merci Madame Lakhdari. Vous avez pratiquement résumé un petit peu toute la problématique qui vous concerne. Nous avons, nous avons aussi des demandes de prise de parole. Rachid Ben Issa qui est là parmi nous. Monsieur le ministre, bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, on peut vous donner 2 minutes parce que nous avons encore un bon programme qui doit absolument se terminer. Allez-y, Rachid. Très bien, très bien. Merci, c'est Amin. Je voulais tout juste dire, je suis vraiment heureux d'assister à cette rencontre. Depuis le temps qu'on voulait qu'il y ait des plateformes de contact de ce genre. Et là, c'est une partie de la question. Parce qu'en fin de compte, on est en train de parler comment construire une économie de la connaissance. Exact. Comment partager entre ceux qui produisent et la professeure Zahra qui vient de parler, elle vient de le dire, il manque quelque chose. Il y a de l'autre côté aussi, il y a eu des avancées et il y a des dispositifs. Par exemple, à un moment donné, j'ai écouté Zoubiri tout à l'heure parler et il disait nous voulons digitaliser, numériser, on ne sait pas comment, hein, etc., etc. Alors il faut bien dire les choses. Oui. Donc, il faut bien dire les choses. Normalement, il y avait en construction un système d'information pour l'agriculture et le développement rural. Ce système d'information, à l'image de ce qui se passe en Europe, il partait du SNADR, du Système national d'aide à la décision de développement rural, qui avait pris comme unité de base la commune et devait évoluer pour transformer l'unité de base ou pour prendre l'unité de base, l'exploitation. C'est-à-dire que dans une plateforme, on peut regarder chaque exploitation. Et on peut discuter avec les exploitants. Et ça devait être partagé à tout le monde. Ce travail est fait. L'ossature, l'architecture est faite. Il y a eu des experts qui ont travaillé pendant des années sur ça. Aujourd'hui, quand j'entends Zoubiri, il dit « Moi, je suis en train de faire, mais je ne sais pas où me connecter. » Or, c'est ça la question. Et c'est cette connexion qui, aujourd'hui, est possible.
Et je pense que le message de ce type de rencontre d'aujourd'hui, c'est exactement cela. Au niveau local, mais également entre le local et toutes les régions. Vous avez vu les expressions du professeur Bouzy tout à l'heure. Il vous disait, on l'a, mais venez. De l'autre côté, on a entendu notre collègue tout à l'heure dire, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, il n'y a personne. Il n'y a pas de contact. Et le professeur Zahari disait aussi, nous avons travaillé, nous avons trouvé des choses extraordinaires, mais ce n'est pas à nous de transférer. Et c'est cette connexion qui, aujourd'hui, je pense, là, on est très près de la solution. Moi, j'ai toujours souhaité assister à ce type de discussion comme on est en train de le faire aujourd'hui. Il y a quelque temps, c'était difficile, ou c'était impossible. Aujourd'hui, avec ce qu'on est en train de voir, avec ces ouvertures, je pense que tout simplement, c'est une continuité de la construction d'une économie fondée sur la connaissance. Et à ce moment-là, on découvrira tous ces jeunes dont parlait la professeure tout à l'heure, qui sont en train de faire des merveilles isolées. Mais pas uniquement les jeunes, même ceux qui sont sur le terrain. Il y a des gens qui ont fait, et il y a des agriculteurs et des éleveurs qui ont fait des merveilles, mais ils ne sont pas connus. Et ils n'arrivent pas à transférer leur savoir. Or, c'est ce contact entre tous les savoirs, de tous les horizons, qu'il faut capitaliser. C'est ça ce que vous êtes en train de faire à un niveau, bien sûr, très petit, c'est Amin, mais il y a également la possibilité de l'élargir, et je pense que c'est le grand message. En tous les cas, je voulais exprimer ma satisfaction d'avoir écouté tous ces efforts et toute cette volonté d'améliorer les choses et d'aller vers la construction, comme ils disent, la quatrième dimension de l'industrie, il y a également la quatrième dimension de l'agriculture. Et c'est là. Et l'agriculture sera construite avec le savoir et les connaissances de tous ces jeunes-là, et le terrain est réceptif, contrairement à tout ce qui se dit ici et là. Contrairement aux idées ou de préjugés que l'agriculture est conservatrice, elle ne reçoit pas ces choses. C'est faux. Il faut regarder autrement les choses. Il faut sortir de la bulle qu'on est, et là on découvrira des forces énormes, et elles existent dans notre pays. Et je vous remercie vraiment, et c'était juste pour exprimer cela et dire que c'est la même chose que vous dites. Nous faisons, nous ne nous écoutons pas, vous passez de l'autre côté, vous écouterez exactement la même chose. Nous faisons, mais ils ne répondent pas. Donc, et c'est cette connexion, c'est ce que vous êtes en train de faire, et bravo Alik. Merci.